Pour ma remise de diplôme, mon père m'a tendu des papiers de reniement et de la part de nous tous. Ma sœur a commencé à filmer, s'attendant à ce que je m'effondre. Au lieu de cela, je les ai remerciés, j'ai pris les papiers et je me suis levé. Il n'avait aucune idée de qui allait prononcer mon nom ensuite. J'ai longtemps cru que la pire douleur qu'un parent puisse infliger à son enfant était la déception. J'avais tort. C'est le moment où ils décident que vous ne leur appartenez plus, et qu'ils en sont fiers. Le soir de mon dîner de remise de diplôme, mon père, Richard Carter, a fait glisser une enveloppe blanche sur la table, comme s'il finalisait une transaction commerciale. Ma mère a redressé son collier de perles. Ma sœur, Chloé, a levé son téléphone en murmurant, elle est sur le point de craquer. Le restaurant est devenu silencieux. Les fourchettes se sont figées en l'air. J'ai ouvert l'enveloppe. Du papier épais, de l'encre noire, 4 signatures, et une seule phrase qui a fissuré quelque chose au plus profond de moi. Nous, les Carter, renonçons par la présente à tous nos liens parentaux avec Emily Carter. Mon cadeau de remise de diplôme. Ma mère me regardait, s'attendant à des larmes. Mon père attendait que je m'effondre. Au lieu de cela, j'ai plié les papiers, je les ai mis dans mon sac, et j'ai dit la seule chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Merci. Parce qu'aucun d'eux ne savait qui allait prononcer mon nom ensuite. Grandir dans le foyer Carter, c'était moins faire partie d'une famille que d'être évalué par un jury. Tout, chaque geste, chaque souffle, chaque réussite était mesuré, pesé, comparé, et d'une manière ou d'une autre, quoi que je fasse, je n'étais jamais à la hauteur. Mon père, Richard Carter, n'était pas un père au sens traditionnel du terme. Il ne s'intéressait pas aux sentiments. Il s'intéressait aux résultats. Quel est le retour sur investissement de tes choix, Emily, m'a-t-il dit un jour, quand je lui ai annoncé que je voulais faire des études en sciences des données. J'avais 16 ans. Ma mère, Linda, n'était pas différente, sauf qu'elle dissimulait son jugement derrière un sourire impeccable et des robes parfaitement repassées. Elle adorait dire, dans cette famille, nous élevons des gagnants. Pendant ce temps, son regard passait au-dessus de moi pour se poser sur ma sœur aînée, Chloé, le chef-d'œuvre des Carter. Chloé correspondait à leur moule sans effort. Cheveux brillants, note parfaite, un charme naturel. Si les Carter organisaient un dîner, j'étais toujours présenté en dernier. Voici Emily, disait ma mère avec cette intonation pleine d'excuses. Elle est encore en train de se chercher. Je détestais cette phrase. Elle me traitait comme une phrase inachevée. Les invités hochaient la tête poliment, avant de se tourner à nouveau vers Chloé, pour l'interroger sur ses stages, ses séances de mannequinat, son brillant avenir. Pendant ce temps, je me tenais à côté de la tour de champagne, retenant mon souffle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, me pose une vraie question. C'était rare. À la maison, les dîners étaient encore pires. La salle à manger sentait le bois de cèdre ciré et les attentes silencieuses. Le lustre au-dessus de la table projetait une lumière fragmentée sur les assiettes, nous faisant tous ressembler à des reflets dans un miroir brisé. Mon père parlait de chiffres et de fusion. Ma mère parlait de galas de charité. Chloé parlait d'elle-même. J'ai appris très tôt à parler à voix basse, à poser des questions plus discrètes, et à rendre mes rêves invisibles. Un soir, à 19 ans, j'ai trouvé le courage de parler. Papa, on m'a offert un poste d'assistante de recherche, ai-je dit doucement. Il n'a pas levé les yeux de son verre de vin. Non rémunéré pour l'instant, donc ce n'est pas une réussite. Chloé a eu un sourire narquois derrière son verre d'eau. Je me souviens avoir serré ma fourchette si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je me souviens avoir eu envie de me lever, de repousser ma chaise violemment, de crier que le succès n'est pas toujours immédiat, que la valeur ne se mesure pas seulement en dollars. Mais je ne l'ai pas fait, car chez les Carter, le silence n'était pas seulement attendu. C'était une question de survie. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre, à fixer le plafond. Les murs étaient fins. Je pouvais entendre mes parents faire l'éloge de Chloé pour sa discipline, son potentiel, son éclat. Et dans cette obscurité, j'ai réalisé quelque chose qui allait me suivre pendant des années. Je n'étais pas la fille dont ils se vantaient. J'étais la fille qu'ils effaçaient. Mais être effacé a une étrange conséquence. On apprend à se construire soi-même, tranquillement, solidement, à partir des morceaux qu'ils n'ont pas su voir. Et un jour, ces morceaux deviennent plus tranchants que leur jugement. Les gens supposent qu'être la personne silencieuse signifie que vous n'essayez pas, que vous ne vous battez pas. Mais silencieux ne veut pas dire faible.
Silencieux signifie simplement que personne n'a pris la peine d'écouter. Pendant ma 2e année d'université, j'ai commencé à accumuler les réussites comme une armure, bourse, poste de recherche, récompense académique. S'il y avait un concours, je postulais. S'il y avait une conférence, j'y assistais. Je vivais tellement à la bibliothèque que les gardiens de nuit ont commencé à connaître ma commande de café. Un après-midi, j'ai transféré un email à mes parents. J'avais remporté un prix national de mérite, faisant partie du meilleur 1%. Cela me semblait être quelque chose d'important, quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Ma mère a répondu 6 heures plus tard. Félicitations, ma chérie. Occupée aujourd'hui. On en reparle plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. Chloé m'a trouvé dans la cuisine ce week-end-là, appuyé contre le comptoir en marbre comme si le sol sous ses pieds lui appartenait. Dit-elle en rejetant ses cheveux parfaits. Tu es intelligente. D'accord. Je veux dire, intelligente comme une intello. Mais tu n'as pas le genre d'intelligence qui se fait remarquer. Je me suis figé. Remarqué par qui? Par quiconque qui compte, a-t-elle dit avec une telle désinvolture, comme si c'était un fait bien connu. Puis elle s'est éloignée avec grâce pour une autre séance photo caritative, le genre où elle souriait pour les caméras et prétendait vouloir donner en retour, bien qu'elle n'ait jamais eu un emploi au salaire minimum de sa vie. J'aurais dû être habitué à ce moment-là, mais chaque fois qu'il me rejetait, une petite partie de moi se brisait, et une autre partie s'endurcissait. À peu près à cette époque, mon professeur, le Dr Hudson, m'a approché après un cours. Émilie, avez-vous déjà envisagé de travailler sur la recherche en IA appliquée? J'ai cligné des yeux. Moi. Oui, vous. Vous voyez des schémas que les autres manquent. J'ai un projet, et je pense que vous seriez parfaite pour ça. Ce moment a tout changé. J'ai rejoint une petite équipe, juste moi, Maya et Lucas, travaillant sur une IA de routage prédictif pour les entreprises de logistique. Ce n'était pas glamour, mais c'était significatif. Nous passions des nuits à manger des pizzas froides, à coder jusqu'au lever du soleil, à débattre d'algorithmes, à rire des bugs du système. C'était la première fois depuis des années que je me sentais à égalité, que je me sentais vu. Bien sûr, ma famille ne comprenait pas. Un dimanche soir, au dîner, ma mère a demandé comment se passaient mes études. Je lui ai parlé du projet d'IA. Elle a cligné des yeux 2 fois, confuse. La logistique par IA, a-t-elle dit. Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Mon père n'a pas levé les yeux de son téléphone. Émilie, si tu consacres autant de temps à quelque chose, assure-toi que ce soit rentable. Ça le sera, ai-je dit tranquillement. Il a émis un fredonnement, le genre de son dédaigneux qui disait qu'il ne me croyait pas. Plus tard cette nuit-là, dans ma chambre, je fixais mon ordinateur portable ouvert, les lignes de code brillant d'un bleu éclatant. Cela semblait être un monde différent de celui d'en bas. Un monde où les gens construisaient des choses, créaient des choses, au lieu de rabaisser les autres. Mes efforts n'étaient pas suffisants pour eux, mais ils construisaient quelque chose de plus grand que leur approbation. Morceau par morceau, ces efforts allaient devenir la chose même qu'ils n'ont jamais vu venir. 2 jours avant la remise des diplômes, la conversation de groupe de la famille s'est animée, 3 bulles, 3 noms. Richard, Linda, Chloé. Un message est apparu. Dîner de remise de diplôme pour Émilie. Maison Aurélia. 19h, tenue correcte exigée. Pas d'émoji, pas de chaleur, juste des ordres. J'ai cliqué sur le lien de réservation par habitude. La liste des invités est apparue. Carter, Richard. Carter, Linda. Carter, Chloé. Il n'y avait pas de Carter, Émilie. Mon propre dîner de remise de diplôme, et je n'étais pas sur la liste des invités. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur, un bug, un problème de formatage. Puis, Chloé m'a envoyé un message privé. Ne te prends pas la tête avec ça. Cette phrase a pesé lourdement sur ma poitrine, comme si elle savait exactement ce qu'elle disait, et exactement ce qui allait se passer. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment, attendant un message de suivi. Quelque chose de normal, de fraternel. Rien n'est venu. Cette nuit-là, mon appartement semblait plus froid que d'habitude. Je me suis assise au bord de mon lit, faisant défiler de vieilles photos de famille, les portraits soigneusement mis en scène des Carter. Noël, le brunch de Pâques. Chloé au centre,
papa avec une main fière sur son épaule, maman tournée vers l'appareil photo le plus proche, et moi, Emily Carter, toujours légèrement sur le côté, à moitié éclairée, à moitié visible, à moitié incluse. Il y avait une photo dont je ne pouvais détacher mes yeux. Chloé, souriant largement, tenant sa lettre d'acceptation de Stanford. J'étais derrière elle, flou en arrière-plan, tenant le sac de l'appareil photo, pas le projecteur. Toute mon enfance pouvait se résumer à cette photo. J'ai fermé la galerie, je l'ai rouverte, fermée, rouverte. La vérité m'a frappé avec une clarté si vive que j'ai eu l'impression d'une coupure. Ma famille se préparait depuis des années à m'écarter. Les signes avaient toujours été là. La façon dont papa évitait mon regard quand je mentionnais mes recherches. La façon dont maman faisait l'éloge de Chloé en public, mais ne me félicitait en privé que lorsque personne ne pouvait entendre. La façon dont Chloé disait « notre famille », comme si cela ne m'incluait pas. Le réarrangement subtil des chaises, les moments où il s'attribuait le mérite des succès de Chloé, mais traitait les miens comme des accidents. Je ne m'étais juste jamais autorisé à y croire. Mais maintenant, en voyant mon absence sur cette liste de réservation, pour mon propre dîner, j'ai compris quelque chose de brutal. Il ne prévoyait pas de me célébrer. Il prévoyait de se séparer de moi. Je me souviens m'être agrippé au bord de mon bureau, tandis que les lumières de la ville scintillaient contre ma fenêtre. Les voitures passaient en bas, chacune rappelant que le monde extérieur continuait de bouger, même lorsque le vôtre s'effondrait. Ma boîte de réception bourdonnait de mails, des félicitations de professeurs, des offres de stage, des demandes de projets. Toutes des réussites qu'il n'avait jamais vues, ou dont il ne s'était jamais soucié. Pendant un instant, j'ai senti une pointe dans ma poitrine, un chagrin silencieux pour la famille que je pensais avoir. Mais en dessous, quelque chose d'autre s'agitait, quelque chose de dur, de stable. Une pensée. S'il se préparait à quelque chose, moi aussi. Le dîner n'allait pas se dérouler comme il l'attendait. Pas cette fois. J'en avais fini d'être la fille poussée sur le côté du cadre. Le matin après le choc de la réservation, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Avant le soleil, avant le bruit, avant que les doutes n'aient la chance de revenir s'insinuer dans ma tête. Mon appartement était sombre, peint de douces lignes bleues par les lampadaires extérieurs. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne m'étouffait pas. Il me renforçait. Une notification par email a clignoté sur mon écran. Sujet, mise à jour de la cérémonie de remise des diplômes. Emily Carter sélectionnée comme oratrice étudiante. Mon souffle s'est coupé. Le Dr Hudson m'avait nominé pour le prix des jeunes innovateurs et pour le discours de la cérémonie, quelque chose que l'université n'accordait qu'à un seul étudiant chaque année. J'ai relu l'email 3 fois, jusqu'à ce que les mots me semblent réels. Quelques instants plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Dr Hudson. C'est ton moment, Emily. Approprie-le-toi. En silence. En silence. Ce mot a atterri dans ma poitrine comme une étincelle. Toute ma vie, le silence m'avait été imposé. Maintenant, pour la première fois, je le choisissais, et je l'utilisais. Ce jour-là, au lieu de pleurer ou de sombrer, j'ai commencé à m'organiser. Chaque certificat que j'avais obtenu, chaque lettre de bourse, chaque approbation de recherche, chaque ligne de code que j'avais écrite pour le projet d'IA, je les numérisais et classais. J'ai créé des dossiers cryptés, des archives horodatées, des classeurs physiques. Pas pour ma famille, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver à moi-même que j'avais raison. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Mon travail avait un sens, mon esprit avait un sens, et bientôt, quelqu'un allait le reconnaître. Maya et Lucas sont passés ce soir-là, les bras chargés de boîtes de plats à emporter et d'une excitation non filtrée. MMM, le modèle d'optimisation est stable, a dit Lucas. Les simulations ont atteint 14%. C'est révolutionnaire pour l'industrie. Maya a presque dansé dans mon salon. Nous présentons la semaine prochaine, et crois-moi, les entreprises nous observent. Je leur ai parlé du dîner, de la réservation, de l'absence de mon nom. Maya s'est figée, une bouchée en suspens. Ils ne t'ont pas incluse dans ton propre dîner de remise de diplôme? Lucas a marmonné, ta famille est folle. J'ai ri doucement, non pas par humour, mais par soulagement. Pour une fois, je ne les défendais pas. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis préparé une nouvelle tasse de café et je me suis assise près de la fenêtre, la pluie striant la vitre comme des applaudissements silencieux.
C'était la première fois que je voyais ma vie, non pas comme une série d'échecs aux yeux de mes parents, mais comme une série de victoires auxquelles ils n'avaient jamais prêté attention. Et cela me donnait du pouvoir. J'ai réarrangé mon bureau, alignant tout avec une précision presque cérémonielle. L'ordinateur portable centré, les dossiers empilés par importance, mes notes de projet disposées comme des tremplins vers quelque chose de plus grand. Puis j'ai glissé 2 documents dans un élégant dossier gris, un que j'avais acheté des années auparavant, mais que je n'avais jamais utilisé, car je sentais que je n'avais rien de digne à y mettre. Maintenant, j'en avais plus qu'assez. Alors que minuit approchait, je me suis murmuré à moi-même, s'ils s'attendent à ce que je m'effondre, c'est qu'ils ne prêtent pas attention. Et peut-être qu'ils ne l'avaient jamais fait. Mais le monde était sur le point de le faire. Parce que tranquillement, très tranquillement, j'avais commencé à m'élever. La semaine du symposium des startups de l'université, c'était comme se tenir au bord d'une falaise. Terrifiant, excitant, et irréversible. Chaque soir précédant l'événement, je répétais ma présentation jusqu'à ce que ma voix se brise. Je pratiquais les transitions, affinais les visuels, corrigeais les modèles de données, et déboguais le code jusqu'à ce que le ventilateur de mon ordinateur portable ressemble à un hélicoptère. Le matin de l'événement, Maya m'a tendu un café avec un sourire tremblant. Prête à changer ta vie? Lucas a ajouté, ou du moins à détruire le marché de la logistique tel que nous le connaissons. J'ai souri, mais mon estomac était noué. En coulisses, je pouvais entendre les applaudissements étouffés de la présentation de l'équipe précédente. Leur idée était impressionnante, mais la réaction du public semblait différente, polie, tiède. Quand mon nom a été appelé, la salle est devenue étrangement silencieuse. J'ai marché jusqu'au centre, la lumière du projecteur chaude sur mon visage, et j'ai cliqué sur la première diapositive. Je m'appelle Emily Carter, ai-je commencé. Et voici un système qui ne se contente pas de prédire les itinéraires, il prédit les économies. J'ai montré les graphiques, les simulations, les réductions de coûts, mais la salle n'a pas réagi jusqu'à ce que j'arrive à la démonstration en direct. Les chiffres se sont mis à jour à l'écran. Coût du carburant en baisse de 14,3%. Temps de livraison en baisse de 11,8%. Marge d'erreur proche de 0. Puis le silence, lourd, électrique. Et soudain, des applaudissements. Pas polis, pas tièdes, mais forts, réels. Quand les lumières se sont rallumées, un homme grand dans un costume anthracite sur mesure se tenait près de la scène, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Il s'est approché lentement, fendant la foule. « C'est vous qui avez construit ça ?» Sa voix était profonde, assurée. Chaque ligne de code, ai-je dit, mon cœur battant la chamade. Il a tendu la main. Daniel Brox, PDG de Brookstone Logistics. Oh. Mon souffle s'est coupé. Brookstone était l'une des plus grandes entreprises de logistique du Midwest. Votre modèle est disruptif, a-t-il dit. Mais plus important encore, il est juste. Il priorise l'efficacité sans exploiter les chauffeurs ni imposer des délais irréalistes. J'ai cligné des yeux. Personne dans ma famille ne m'avait jamais fait un compliment qui me donnait le sentiment d'être vu, mais cet étranger l'a fait, après seulement 5 minutes. Nous nous sommes revus le lendemain après-midi, puis à nouveau 2 jours plus tard. À la 3e réunion, Daniel a fait glisser un dossier sur la table du café, de la même manière que mon père ferait un jour glisser une lettre de reniement sur une table de dîner. À l'intérieur se trouvait une lettre d'intention. Brookstone Logistics voulait acquérir notre technologie pour 6,5 millions de dollars, en plus de m'offrir un poste de directrice de l'optimisation après l'obtention de mon diplôme. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce qu'il devienne flou, mes mains tremblaient. Pourquoi moi, ai-je murmuré. Daniel s'est penché en avant. Parce que vous avez construit quelque chose de brillant, alors que les gens autour de vous n'ont rien remarqué. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Personne n'avait jamais présenté ma lutte comme une force. Quand j'ai finalement signé le document, une vague de calme m'a envahi. Pas le triomphe, pas la fierté, mais l'équilibre. C'était la vie que j'avais construite à partir du silence. La semaine suivante, ma famille me remettrait leurs lettres. Mais j'avais déjà la mienne, et elle valait bien plus que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. La veille de mon dîner de remise de diplôme, la ville à l'extérieur de ma fenêtre bourdonnait de la chaleur de l'été et du trafic lointain. À l'intérieur, mon appartement semblait étrangement calme, comme si le monde s'était arrêté juste assez longtemps pour que je puisse inspirer, avant que tout ne change.
J'ai étalé les documents sur mon bureau, la lettre d'intention signée, l'accord d'acquisition, le résumé officiel de l'évaluation, le contrat de travail. Tous tamponnés, tous scellés, tous réels. Le même genre de papier que mon père vénérait, sauf que ceci ne venait pas de lui. Il venait de moi. J'ai glissé chaque document dans l'élégant dossier gris que j'avais acheté des années auparavant, mais que je n'avais jamais jugé digne d'utiliser. Ce soir, il avait enfin un but. Mes mains bougeaient plus lentement que d'habitude, presque cérémonieusement, comme si je savais que je préparais des preuves pour un procès où je n'étais pas l'accusé, mais le témoin de ma propre renaissance. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. À demain, ma chérie. Grande soirée. J'ai fixé les mots, goûtant l'amertume sous-jacente. Grande soirée. Elle n'avait pas tort, juste pas pour la raison qu'elle pensait. J'ai préparé ma tenue pour le lendemain. Un blazer bleu marine, un haut blanc épuré, des bijoux discrets. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste intentionnel, professionnel, le genre de look qui dit « Je n'ai pas besoin de votre approbation ». J'ai apporté la mienne. Puis est venue la partie la plus difficile. J'ai ouvert le tiroir à côté de mon lit et j'en ai sorti une vieille carte d'anniversaire. Celle que mes parents m'avaient donnée pour mes 10 ans. Le devant avait une étoile scintillante. À l'intérieur, de l'écriture de ma mère à notre petite rêveuse. J'adorais ce surnom, jusqu'à ce que je réalise qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Ils aimaient l'idée d'une enfant rêveuse, pas d'une femme déterminée. J'ai placé la carte à côté du dossier. Passé et présent, côte à côte. L'un écrit dans la fantaisie, l'autre ancré dans la preuve. On a frappé à la porte, me surprenant. Maya et Lucas, les bras chargés de snacks de fin de soirée. On ne va pas te laisser paniquer toute seule, a déclaré Maya en entrant de force. Lucas a jeté un sac de chips sur la table. Ça va? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Demain, ils vont montrer leur vrai visage. Maya a ricané. Comme s'ils ne l'avaient pas déjà fait. Nous avons ri, mais il y avait une douleur sous-jacente. Quand ils sont partis, j'ai baissé les lumières et je suis retourné à la fenêtre. La ville brillait d'une lueur chaude, vivante, indifférente. Cette vue m'a fait réaliser quelque chose. Ma famille n'avait jamais été le centre de mon monde. Elle était juste le bruit le plus fort. Et demain, ce bruit allait enfin se taire. J'ai pris le dossier gris, le tenant près de moi un instant, avant de le placer doucement dans mon sac. Laissez-les me donner leurs lettres. Laissez-les penser qu'ils mettent fin à quelque chose. Parce que dans moins de 24 heures, ils découvriraient la vérité. Je n'avais plus besoin d'une famille pour me valider. J'avais construit un avenir qui tenait debout tout seul. Solide, documenté, indéniable. La tempête approchait. Mais pour la première fois, je n'étais pas celle qui allait être emportée. Le jour de la remise des diplômes, c'était comme entrer dans la lumière du soleil après avoir vécu des années sous terre. Mais cette chaleur n'a pas duré longtemps. Le soir venu, je me tenais devant Maison Aurélia, le restaurant que mes parents adoraient. Nappe blanche, lustre doré, une musique de violon assez douce pour vous faire chuchoter. J'ai lissé mon blazer, contrôlé ma respiration, et je suis entré. L'hôtesse a levé les yeux. Réservation au nom de Carter, ai-je dit. Elle a parcouru la liste et a hésité, exactement comme je m'y attendais. Mon nom n'y était pas, mais elle a forcé un sourire. Par ici, Mademoiselle Carter. L'hésitation dans sa voix disait tout. La salle à manger brillait sous des lustres en forme de cascade gelée. Et à la table du fond, ma famille était assise sous ce halo de lumière coûteuse. Mon père, Richard, a levé la main avec la fausse chaleur qu'il réservait à ses collègues. Ma mère, Linda, rayonnait comme une politicienne. Et Chloé, elle a immédiatement orienté son téléphone, la caméra déjà en train d'enregistrer. J'ai marché vers eux lentement, chaque pas résonnant plus fort que le violon. Émilie, ma chérie, a roucoulé ma mère, se levant pour m'embrasser dans le vide à côté de ma joue. Quelle grande soirée! Assieds-toi, a dit mon père, comme s'il commandait une employée. Je me suis assise sur la chaise. Mes mains sont restées jointes sur mes genoux, stables, illisibles. Un serveur est apparu instantanément, plaçant une enveloppe blanche immaculée à côté de mon assiette. Je savais déjà, mais mon père avait besoin de sa performance. Il s'est raclé la gorge. Émilie, a-t-il commencé.
Nous avons réfléchi à l'avenir. Ma mère a ajouté, ces perles captant la lumière, tes choix ne se sont pas alignés avec la direction de la famille. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous, a ajouté Chloé. Elle l'a dit avec un sourire assez tranchant pour couper du verre. Mon père a tapoté l'enveloppe. C'est de la part de nous tous. Chloé a levé son téléphone plus haut, murmurant, ça y est. Elle va craquer. Le restaurant tout entier s'est tu, sentant le drame. J'ai pris l'enveloppe. Le papier était épais, cher, formel, juridiquement contraignant. À l'intérieur, un document de reniement complet. 4 signatures, chaque lien coupé, chaque dette annulée, chaque connexion effacée. Mon cadeau de remise de diplôme. J'ai posé le papier doucement. Ma mère s'est penchée en avant. Émilie, dis quelque chose. Alors, je l'ai fait. Merci. Le mot a frappé la table comme un couteau qui tombe. Mon père a cligné des yeux. Ma mère s'est raidie. Le téléphone de Chloé a vacillé. Pardon ? A demandé mon père. J'ai dit, merci. J'ai plié le document 1 fois, 2 fois. Calme, délibéré. Cela facilite les choses. Leur confusion fut instantanée, et délicieuse. Avant qu'ils ne puissent se remettre, j'ai sorti mon dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table. Gris, propre, lourd. Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai ouvert vers eux. La première page brillait sous le lustre. Accord d'acquisition de Brookstone Logistics. 6,5 millions de dollars. Emily Carter, directrice de l'optimisation. Chloé a eu le souffle coupé si fort que des têtes se sont tournées. Mon père s'est penché, l'incrédulité crispant sa mâchoire. Ça. Ce n'est pas réel. C'est très réel, ai-je dit doucement. La voix de ma mère s'est brisée. Tu as vendu quelque chose sans nous ? J'ai construit quelque chose, ai-je corrigé. Et ensuite, je l'ai vendu. Chloé feuilletait les pages maintenant, le souffle court. Ce Daniel Brox. Le Daniel Brox. Il a signé ça. J'ai tapoté doucement le coin inférieur. Regardez attentivement. C'est sa signature. Le visage de mon père est devenu pâle. Il m'a regardé comme on regarde des étrangers qu'on a sous-estimés. Émilie, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Je l'ai fixé, laissant le silence répondre à ma place. Parce que vous n'avez jamais demandé. Parce que vous ne vous êtes jamais soucié. Parce que vous n'y avez jamais cru. Mais tout ce que j'ai dit, c'est, vous m'avez appris que les résultats comptaient. Alors, voici mes résultats. Ma mère a secoué la tête, incrédule. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas que tu faisais tout ça. Vous n'avez jamais regardé. Mon père a dégluti difficilement. Émilie, peut-être devrions-nous reconsidérer. J'ai fermé le dossier. Le léger clic fut plus fort que n'importe quel cri. Gardez votre lettre, ai-je dit, en faisant glisser les papiers de reniement vers eux. J'ai déjà la mienne. L'ironie flottait dans l'air comme du verre brisé. Le téléphone de Chloé n'enregistrait plus. Elle l'avait abaissé lentement, comme si elle assistait à sa propre défaite. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait pas de mots. Ma mère n'avait pas de sourire. Chloé n'avait pas de public. Je me suis levé. Cette famille ne m'a jamais vu, ai-je dit, la voix stable. Mais le monde, lui, m'a vu. Je me suis détourné. Derrière moi, j'ai entendu ma mère murmurer. Qu'est-ce qu'on fait ? Mon père a chuchoté en retour. Rien. Il n'y a rien que nous puissions faire. Leur silence m'a suivi à travers le restaurant. Pas lourd, pas douloureux, mais satisfaisant. Je suis sorti dans l'air chaud de la nuit, mon cœur battant tranquillement, puissamment. Les lampadaires brillaient. Le monde semblait plus grand, plus léger, enfin à moi. Derrière moi, à l'intérieur du restaurant, ma famille restait figée sous la lueur du lustre, exactement là où ils avaient essayé de me garder toute ma vie. Mais j'étais sorti, et je ne reviendrai pas. L'air de la nuit à l'extérieur de Maison Aurélia semblait différent, comme si le monde avait basculé d'1 degré. Et que seul moi l'avais remarqué. Je suis resté sur le trottoir un instant, laissant la brise fraîche m'envahir, me ramenant sur terre après la tempête que je venais de traverser. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. Émilie,
s'il te plaît. On peut parler? Je ne savais pas qu'ils allaient. Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'ai fixé le message, les poings clignotant comme si elle cherchait désespérément la rédemption. J'ai retourné mon téléphone, face vers le bas. Pour une fois, le silence n'était pas quelque chose qui m'était imposé. C'était quelque chose que je choisissais. Je suis rentré chez moi lentement, chaque pas semblant plus léger que le précédent. La ville bourdonnait autour de moi, des camions de livraison dépassant des voitures, le grondement lointain d'un train. Des sons ordinaires, des sons honnêtes, rien à voir avec la perfection artificielle du monde de ma famille. Quand je suis arrivé à mon appartement, les lumières du couloir clignotaient doucement. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré, et j'ai expiré une longue et profonde respiration. J'avais l'impression de l'avoir tenu toute ma vie. J'ai posé mon sac sur le comptoir et j'ai placé le dossier gris à côté. Les documents à l'intérieur étaient encore impeccables, intacts malgré le chaos du dîner. Mon avenir me semblait identique. Protégé, délibéré, indéniable. Puis j'ai sorti les papiers de reniement. Je ne les ai pas relus. Ils ne le méritaient pas. J'ai plié les feuilles proprement et je les ai glissées derrière le cadre de mon diplôme fraîchement imprimé. Un endroit discret, presque cérémoniel. Ni caché, ni honoré, juste mis en ordre. La preuve du moment où ils m'ont laissé partir. Et du moment où je les ai laissés partir. Je me suis fait une tasse de thé. La vapeur s'élevait en douce spirale. Pour la première fois, mon appartement ne semblait pas solitaire. Il semblait être à moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Chloé. Je ne l'ai pas ouvert. Certaines choses ne sont pas faites pour être répondues. Certaines choses sont destinées à résonner dans le silence. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la ville s'étendre au loin, les lumières clignotant en rythme, les gens se déplaçant avec un but, la vie se déroulant sans hésitation. Et dans la vitre, j'ai vu mon propre reflet. Pas la fille oubliée, pas l'ombre de Chloé Carter, mais une femme qui est sortie d'une pièce conçue pour l'étouffer, et qui a respiré quand même. Les familles se brisent bruyamment, mais la paix se reconstruit en silence. Ils ont mis fin à notre relation, mais j'ai mis fin à leur pouvoir.